Bonjour à tous. Je voulais d'abord remercier Geoffrey et l'équipe du projet Slowit de m'avoir permis de participer activement à cet événement de clôture. Je trouve que c'est un projet qui est particulièrement intéressant et qui, par sa manière positive d'aborder la sobriété et son approche centrée sur l'utilisateur, je pense que c'est vraiment une clé pour résoudre les problèmes, une des clés pour résoudre les problèmes énergétiques qu'on a actuellement et qu'on aura encore certainement dans le futur. Alors, on m'a demandé de parler aujourd'hui des risques de pathologie. Alors il y a certains risques qui sont liés à cette pratique de diminuer la température de chauffe dans le bâtiment. Et donc voilà, j'ai une petite présentation pour essayer de manière assez synthétique de montrer quelles sont les limites à la diminution de la température de chauffe pour éviter les risques de développement de moisissures essentiellement, qui sont quand même un des problèmes qu'on rencontre très couramment dans les bâtiments, que ce soit dans les bâtiments neufs ou existants. Donc moi je travaille chez Buildwise, anciennement CSTC. Ici j'ai deux collègues qui ont aussi un petit peu participé à la présentation. Samuel Caillou, j'ai mis les noms là en dessous et vous aurez les adresses email à la fin de la présentation. Donc Samuel Caillou qui est plus spécialisé dans tout ce qui est ventilation, et notre collègue s'appelle Joris Van Herweg qui est plus spécialisé dans tout ce qui est développement de moisissures. Voilà, j'ai essayé d'intégrer leur input dans la présentation. Alors, première partie de la présentation, c'est finalement de répondre à la question de l'impact de la diminution de la température de chauffe sur l'ambiance intérieure. Alors l'ambiance intérieure dans le bâtiment, c'est évidemment la température, mais c'est aussi l'humidité relative. Et l'humidité relative va avoir un impact sur tous les risques de pathologie. Donc, je voulais d'abord vous rappeler un petit peu comment on caractérise l'ambiance d'un bâtiment et ce que c'est l'humidité relative. Et puis par après, on verra quels sont les risques de pathologie qui sont associés. Alors, un petit rappel d'abord sur justement ce que c'est cette humidité relative. Alors il faut savoir que l'air de manière générale contient toujours une certaine quantité de vapeur d'eau et la quantité maximale qu'il peut contenir dépend de sa température. Par exemple, si on a de l'air à 20 degrés, il pourra contenir au maximum 14,7 grammes de vapeur d'eau par kilo d'air. Donc il y a une limite sur la quantité de vapeur que l'air peut contenir. Alors, en réalité, dans un bâtiment ou même à l'extérieur, l'air contient une certaine quantité de vapeur qui est inférieure à cette limite maximale. Et si on prend ici l'exemple de l'air qui contiendrait 7,3 grammes, donc on est à la moitié du maximum à 20 degrés, on dira que l'humidité relative est de 50%. Donc, l'humidité relative, ça donne le ratio entre la quantité de vapeur qui est contenue dans l'air et le maximum qu'il peut contenir à une température donnée. C'est un indicateur évidemment du confort, mais il y a un lien direct aussi entre l'humidité relative et l'humidité qu'on va retrouver dans les matériaux. Notamment, on sait que les matériaux hygroscopiques vont avoir la capacité de capter l'humidité qui se trouve dans l'air, donc de s'humidifier grâce à l'air, et éventuellement, s'ils deviennent trop humides, d'être un support pour des développements de moisissures. Alors si on trace sur un graphique la quantité maximale d'humidité qu'on a dans l'air en fonction de la température, donc on a ici horizontalement la température de l'air, verticalement la quantité de vapeur d'eau qu'on retrouve dans l'air. Le maximum ici à 0 degré, ce sera 3,8 grammes par exemple, à 10 degrés on est à 7,6, à 20 degrés 14,7, donc on voit qu'on a une courbe comme ça qui représente la quantité maximale d'humidité qu'on a dans l'air. Et donc, ce qu'on peut observer, c'est que plus l'air est chaud, plus il pourra contenir de l'humidité. Et donc, quand on a une ambiance, un air chaud à l'intérieur, il aura une grande capacité de contenir de l'humidité. Si cet air se refroidit, on verra qu'on va arriver à une condensation, parce que la quantité maximale d'humidité qu'il peut contenir diminue. Et donc on arrive à saturation. Alors cette quantité maximale d'humidité, ça correspond à 100% d'humidité relative. Donc c'est la situation où on a un air saturé. On ne pourra pas avoir de l'air qui se trouve dans la partie haute ici du diagramme.
Alors sur ce graphique, on peut aussi tracer des courbes qui correspondent à différentes humidités relatives dans l'air, par exemple 50%, 80%, 30%. On peut avoir une série de courbes comme ça, et ça donne ce qu'on appelle le diagramme psychrométrique, que vous avez peut-être déjà vu, qui est beaucoup utilisé pour visualiser ou pour évaluer les états de l'air quand on a des transformations. Donc ça veut dire quand on chauffe ou quand on refroidit l'air, ou bien éventuellement quand on amène de l'humidité ou qu'on déshumidifie. Et donc on retrouve sur ce diagramme la température de l'air ici en abscisse. Verticalement, on a la quantité d'humidité par kilo d'air. Donc ici, c'est donné dans ce diagramme-ci en kilos d'humidité par kilo d'air. Et donc humidité, ça veut dire de la vapeur d'eau dans l'air. Et on retrouve toutes les courbes qui correspondent à différentes humidités relatives. Pour utiliser ce diagramme, il faut savoir que si on chauffe simplement l'air ou on le refroidit, mais sans retirer ou apporter de la vapeur d'eau, on va simplement se déplacer horizontalement dans le diagramme. Et donc ça permet de voir quand on chauffe de l'air ou qu'on le refroidit, où on va comment il va se transformer au niveau de son humidité relative et de sa température. Alors un élément aussi qu'il faut savoir, c'est que l'air à l'intérieur est plus sec que l'air à l'extérieur. Si on regarde la situation ici au mois de janvier, par exemple, en janvier, on a une température moyenne à l'extérieur de 3 degrés, donc des valeurs moyennes pour Uccle. On a une humidité relative de 87%, et ça veut dire que dans l'air extérieur, on a une quantité de vapeur d'eau de 4 grammes à peu près, et une quantité maximale de 4,8. Voilà. Si on regarde à l'intérieur, avec l'usage du bâtiment, il va y avoir un dégagement de vapeur d'eau par les douches, la cuisine, le séchage du linge éventuellement. Enfin, voilà, on a toute une série de sources d'humidité dans le bâtiment qui font que dans le bâtiment, on va avoir une quantité de vapeur d'eau qui est plus élevée que ce qu'on a à l'extérieur. On ajoute de la vapeur d'eau par rapport à l'air extérieur qui est introduit dans le bâtiment. Par contre, si on regarde l'humidité relative, on voit qu'à 20 degrés dans le bâtiment, le maximum c'est plus de 14 grammes. Et donc, en termes d'humidité relative, dans le bâtiment, on a une humidité relative plus faible. Et donc, on pourrait croire que l'air dans le bâtiment est plus sec parce que l'humidité relative est plus faible. En réalité, il contient plus de vapeur d'eau. Alors, pour caractériser finalement ce climat intérieur dans le bâtiment, ce qu'on utilise souvent sont les classes de climat. Donc ça donne une idée du surplus de vapeur qu'on va avoir dans un bâtiment en fonction du type de bâtiment et de l'humidité qu'on va avoir dans l'ambiance. Et donc on a 4 classes de climat qui sont distinguées. Classe de climat 1 sont des bâtiments très secs, donc par exemple des entrepôts pour des marchandises sèches, ou des bâtiments qui sont occupés vraiment de manière intermittente. Une église par exemple, on a une occupation importante mais de manière très très limitée dans le temps. Et donc la production d'humidité dans le bâtiment est limitée, et le surplus par rapport à l'extérieur va aussi être relativement limité. Ce qu'on retrouve très souvent en pratique, c'est des bâtiments qui sont en classe de climat 2 ou classe de climat 3. Classe de climat 2, ça va être notamment des habitations avec une bonne ventilation. Donc dans ce cas-là, on a un supplément de vapeur par rapport à l'extérieur qui est de l'ordre de plus de 2 grammes en janvier, par exemple. Et classe de climat 3, ce sera des bâtiments qui sont moins bien ventilés, notamment des habitations mal ventilées, où là, on a un supplément qui est plutôt de l'ordre de 4 grammes. Donc on voit qu'on a quand même une assez grande différence entre ces deux classes de climat. Classe de climat 4, ce sont des bâtiments vraiment avec une forte production d'humidité, notamment des piscines intérieures. Voilà, ce type de bâtiment, souvent dans ces cas-là, on doit vraiment faire des études spécifiques pour éviter les problèmes d'humidité, mais donc c'est pas vraiment ce type de bâtiment qui est concerné, je pense, par le projet SLOHIT. Alors, tout ça pour vous rappeler un peu ces bases sur l'air humide. L'objectif, c'est de voir un petit peu quel va être l'impact de la diminution de la température dans le bâtiment. Qu'est-ce qui va se passer si on diminue de 20 degrés vers 15 degrés? Initialement, si on a un bâtiment qui est bien ventilé, donc classe de climat 2 dans les exemples que j'ai donnés juste avant, on aura un air intérieur en janvier qui est à 20 degrés et à 44% d'humidité relative.
qu'est-ce qui va se passer quand on va diminuer la température? Eh bien, le maximum, donc le maximum de vapeur d'eau que l'air peut contenir va être diminué, hein, puisqu'on diminue la température. Et donc, au lieu de 14,6, on est à 10,6. Donc, on diminue la capacité de l'air à contenir de la vapeur d'eau. Par contre, si l'utilisation du bâtiment reste la même, la quantité de vapeur d'eau qu'on a dans l'air, elle va rester la même. Donc, on est toujours avec nos 6,4 grammes par kilo. Et donc le résultat, c'est qu'en diminuant la température de l'air, on va augmenter l'humidité relative. Alors on voit que dans ce cas-ci, si le bâtiment est bien ventilé, finalement, on augmente, mais on reste dans des valeurs raisonnables. On verra juste après que ça ne va pas vraiment poser de problème au niveau des pathologies. Au niveau du confort également, quand on a 60% d'humidité relative, c'est un bâtiment qui est confortable. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là au niveau du ressenti. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant si on a un bâtiment qui est mal ventilé? Donc, là, j'ai pris la situation de la classe de climat 3, hein, donc un bâtiment où on a une ventilation qui est déficiente ou absente. De nouveau, situation initiale, 20 degrés dans le bâtiment. Ici, comme on est dans un bâtiment plus humide, la quantité de vapeur à l'équilibre dans le bâtiment est plus élevée. On a ici 8 grammes. Le maximum est le même, hein, puisqu'on a la même température de l'air initialement. Et donc, on a une humidité relative de 56% dans cet exemple-ci. Alors, si maintenant on diminue à 15 degrés, de nouveau, on diminue la limite, hein, la capacité de l'air à contenir de la vapeur d'eau. Mais cette fois-ci, on a une quantité de vapeur d'eau dans l'air qui est plus élevée. Et donc, en termes d'humidité relative, là, on voit qu'on est sur des valeurs nettement plus élevées, donc 77% ici pour l'exemple. Et ça devient problématique, on le verra juste après. Pour le confort, ce n'est pas idéal, hein. On va avoir la sensation d'avoir un air cru, donc froid et humide. Et pour les développements de moisissures, on verra juste après, c'est des conditions qui sont vraiment défavorables. Alors justement, voilà, on a vu un peu l'impact sur l'ambiance du fait de diminuer la température. Quel est le risque associé en termes de développement de moisissures ou éventuellement de condensation? Je vais vous en parler maintenant dans cette deuxième partie. Alors les moisissures, ce sont des micro-organismes, hein, c'est des champignons microscopiques. Donc quand il n'y a pas un développement massif, on ne les voit pas, hein, mais il y en a partout. Il y a des spores partout sur les surfaces dans un bâtiment qui n'attendent qu'à se développer. Quand on commence à voir vraiment les moisissures, ici on prend l'exemple d'un pain moisi, mais on a aussi des images évidemment de moisissures dans des bâtiments. Quand on commence à voir ces moisissures, c'est qu'on a vraiment un développement massif et que le processus est lancé et que le développement va être pratiquement exponentiel. Alors quand on a ce genre de développement massif, on a beaucoup de spores qui vont être présents, et donc ça va favoriser le développement plus généralisé dans le bâtiment. Donc il faut évidemment éviter ces situations. Alors, il y a différents risques, hein, au niveau de la santé qui sont associés aux moisissures. Évidemment, quand on a des concentrations élevées, hein, c'est pas s'il y a quelques taches de moisissure dans un coin, ça ne va pas forcément être problématique, mais quand il y a des concentrations élevées, on a vraiment des risques au niveau de la santé, des risques d'irritation des yeux, de la gorge, beaucoup de symptômes au niveau respiratoire, rhume des foins, de l'asthme, et on peut avoir des infections pulmonaires qui sont causées par les moisissures. Également, certaines moisissures, quand elles sont ingérées, peuvent être vraiment toxiques. Alors ça, c'est des moisissures qui se développent quand on a des hauts niveaux d'humidité, donc c'est quand même des cas vraiment très, très critiques, mais ça peut être vraiment toxique. Alors c'est pas une généralité forcément dans tous les bâtiments, mais dans certains cas, on a des situations où on a des situations dramatiques, et notamment en Angleterre, il y a eu un cas en fait, d'un enfant qui est décédé suite à des problèmes respiratoires qui étaient liés à l'état de salubrité du bâtiment. Donc c'était vraiment montré lors d'un procès. Et là, ils ont passé une loi en fait, pour forcer les propriétaires à intervenir quand il y avait des développements de moisissures, enfin intervenir dans un délai court quand des développements de moisissures étaient signalés. Donc voilà, ça peut avoir des conséquences dramatiques. Bon, dans la plupart des cas, évidemment, ce ne sera pas une situation aussi extrême, mais il faut quand même garder ça en tête. Alors, dans quelles conditions est-ce que ces moisissures vont se développer? Elles sont en fait assez peu exigeantes. Hein. Si on regarde dans un bâtiment,
Il y a différents facteurs qui vont influencer le développement, la température évidemment, mais généralement dans les bâtiments, dans les ambiances intérieures, on a toujours des températures qui permettent le développement assez facilement des moisissures. L'oxygène est aussi présent dans les bâtiments et dans les parois, est tout à fait disponible. Il y a évidemment la matière nutritive pour le développement. Donc ça, on sait qu'il y a des matériaux qui sont plus sensibles. Par exemple, les papiers peints qui contiennent de la cellulose vont être un très bon support pour le développement des moisissures. Alors j'en parle pas ici, mais c'est un des moyens pour lutter aussi contre les moisissures. Enfin, un des moyens, je dirais, assez simple, c'est de jouer aussi sur les matériaux. Si on a des papiers peints et des moisissures, ben, il faut peut-être remplacer le papier peint et mettre une peinture plus résistante au développement de moisissures. Et alors le facteur vraiment limitant, évidemment, ben, c'est l'humidité, on le sait bien. Dès que les niveaux d'humidité seront propices au développement de moisissures, ben, le développement va se faire. En fait, tous les autres facteurs seront généralement remplis. Alors, pour voir quand on va avoir des développements, ben, il y a différents modèles qui existent, etc. Ici, j'ai repris ce qu'on appelle les isoplètes. Donc, c'est un des modèles de développement des moisissures. Et sur ces courbes, les courbes du dessus, c'est les courbes qui correspondent à la germination des spores. Et les courbes du dessous, elles donnent une information sur la vitesse de développement des moisissures une fois qu'il y a eu germination. Ce qui est surtout intéressant, donc on peut utiliser ces modèles pour prédire les développements, etc. Mais ce qui est surtout intéressant, ben, c'est de voir quelle est la limite inférieure, finalement, les conditions dans lesquelles, les conditions qu'on ne doit pas dépasser pour ne pas avoir de développement. Et ben, ici, les valeurs sont données pour trois types de supports, en fait, pour le développement. Donc, ici à gauche, on a un support qui serait optimum pour le développement des moisissures. Au milieu, c'est tous les matériaux biologiques, donc notamment ben, le bois, la cellulose, ce genre de matériaux qui offrent un bon support au développement, qui ne sont peut-être pas optimum, mais qui offrent un bon support. Et donc c'est ces matériaux-là qu'on va retrouver assez souvent dans les bâtiments. Et alors on a des matériaux qui n'offrent pas un bon support au développement de moisissures, notamment tout ce qui est plastique, etc. Donc, il peut y avoir un développement dans des conditions d'humidité vraiment élevées, mais généralement le développement va d'abord se faire sur des matériaux plus sensibles. Alors ce qui est intéressant, c'est de voir ici, donc les graphiques donnent chaque fois en fonction de la température. Si on regarde uniquement les courbes limites, donc la courbe inférieure, on a en fonction de la température, l'humidité relative à partir de laquelle on a un développement qui va se faire. Et donc, on voit ici que par exemple, à 15 degrés, si on prend ici les matériaux, j'ai le graphe suivant qui vous montre de manière plus claire, mais ici, à 15 degrés, sur les matériaux sensibles, on voit qu'on a un développement qui se produit à partir d'à peu près 77%. Ça donne une idée un petit peu des valeurs limites à ce niveau-là. Si on a 20 degrés, c'est légèrement plus faible, donc il y a un petit impact de la température, mais finalement, ce changement... cette influence de la température ne suffit pas à réellement ralentir le développement. C'est vrai en passant de 20 degrés à 15 degrés, on augmente un petit peu la limite en humidité relative à partir de laquelle on va avoir le développement, mais on a vu aussi qu'en diminuant la température, on a un impact beaucoup plus grand sur l'augmentation d'humidité relative dans le bâtiment. Et donc finalement, c'est ça qui va dominer ici. Le petit ralentissement du développement de moisissures lié à la température n'est pas significatif. Et donc, ce qu'on voit clairement, on avait vu pour un bâtiment qui est mal ventilé, qu'on avait une humidité relative de l'ordre de 77% à l'intérieur. Bon, voilà, c'était un cas un peu extrême, de bâtiment mal ventilé, mais on voit que dans ce cas-là, on a clairement un risque de développement de moisissures généralisé. Donc, tous les matériaux qui sont sensibles au développement de moisissures, il va y avoir de la moisissure qui se développe. Notamment les meubles, certainement, tous les éléments en bois, etc. Par contre, ce qu'on voit aussi, c'est que quand on a un bâtiment bien ventilé, on était avec une humidité relative de 60%, on est largement en dessous de ces courbes aussi. Donc dans le cas d'un bâtiment bien ventilé, il n'y a pas de risque de développement de moisissures sur l'ensemble des surfaces sensibles dans le bâtiment. Et donc peut-être un premier chiffre qu'on peut garder en tête, c'est cette humidité relative de 75%. Si on veut s'assurer qu'on a un environnement où les moisissures ne se développent pas facilement, il faut certainement garder une humidité relative inférieure à 75%. Alors c'est déjà élevé, évidemment, pour le confort, ça va être un bâtiment qui paraît humide, donc c'est déjà probablement beaucoup trop élevé, on verra juste après.
Alors, très souvent, on sait que quand on a des développements de moisissures, ça se fait généralement pas sur l'ensemble des surfaces et sur l'ensemble des matériaux dans le bâtiment, c'est souvent à des points froids. On ne voit pas très bien ici, mais on retrouve souvent les développements de moisissures au niveau des raccords avec les fenêtres, dans des coins, etc. Donc des endroits en fait où les surfaces sont plus froides. Donc c'est important, évidemment, si on veut regarder les risques de pathologie, de regarder ces détails-là. Alors je prends un exemple ici d'un raccord avec une fenêtre. Alors c'est un exemple avec une isolation par l'intérieur parce que c'est une situation qui est un peu plus critique. Et donc si on n'a pas de problème dans cette situation-là, généralement dans d'autres compositions de parois, ça ne posera pas de problème non plus. Et là on voit de nouveau, si on prend une situation hivernale en janvier, 20 degrés intérieur, 4 degrés extérieur. Et on voit qu'ici au niveau du raccord avec la fenêtre, on a 13,5. Donc voilà, dans cette situation-là, on n'a pas un gros problème au niveau développement de moisissure. Maintenant, si on diminue la température à 15 degrés, forcément, on va aussi diminuer la température qu'on a ici au niveau du raccord. Et donc, on se situe à une température de l'ordre de 10 degrés. Donc ça, c'est aussi une valeur qu'on peut garder en tête. Je dirais, c'est qu'en général, quand on a des ponts thermiques dans un bâtiment, on va avoir au minimum, à moins d'avoir vraiment des ponts thermiques vraiment très forts, on va avoir au minimum des températures de 10-11 degrés au niveau des surfaces. Et donc, oui, on voit que, assez logiquement, si on diminue la température de chauffe, on va aussi diminuer les températures de surface au niveau des ponts thermiques. Donc on voit ici, on passe de 13 à 10 à peu près. Alors, est-ce que c'est problématique? Pour que ce ne soit pas problématique, en fait, il faut s'assurer que l'ambiance dans le bâtiment est suffisamment sèche. Donc ici, si on regarde de nouveau le diagramme d'air humide, si on prend la température vraiment inférieure de 10 degrés au niveau du pont thermique, on veut qu'à ce niveau-là, on ait une humidité relative qui est inférieure à 75%. On a vu que les développements de moisissure, à partir de 75%, il y a vraiment un risque que ça démarre. Donc on veut être en dessous de ces 75%. Donc ça veut dire qu'au niveau de notre détail, on veut se trouver ici dans le diagramme. Si notre air est à 15 degrés, on n'apporte pas d'humidité ici, donc on se déplace horizontalement dans le diagramme. Si notre air est à 15 degrés, on voit qu'on doit avoir une humidité relative ici inférieure à 55% à peu près. Donc voilà, ça c'est une autre, je dirais une autre valeur qu'on peut garder en tête. Si on veut s'assurer qu'au niveau des ponts thermiques, on n'a pas de problème de développement de moisissure, on doit contrôler que notre air à l'intérieur a une humidité relative inférieure à 55%. Alors évidemment, ça c'est une situation un peu extrême, il y a beaucoup de bâtiments où on n'aura pas de pont thermique aussi fort que ce qui est montré ici, donc on pourrait monter plus haut au niveau de l'humidité relative, mais ça donne un peu une idée finalement de la ventilation qu'on doit assurer pour ne pas avoir de problème de moisissure de manière générale. Alors un autre risque de pathologie qu'on a souvent, c'est la condensation interne dans les parois. C'est surtout évidemment dans des parois isolées. Là, ça s'évalue, il y a des calculs qui permettent de vérifier qu'on n'a pas condensation interne derrière l'isolant. Alors ici, j'ai pris un exemple de nouveau d'isolation par l'intérieur parce que c'est un cas qui est plus critique que les autres. Quand on isole par l'intérieur, à l'arrière de l'isolant, on a une température assez froide. Alors, on a vu tout à l'heure que la quantité maximale de vapeur d'eau que l'air peut contenir dépend de la température. Et donc, quand on calcule le profil de température dans la paroi, on peut aussi voir en fait quelle est la quantité de vapeur d'eau maximale qui est admissible dans l'air qui se trouve dans les matériaux. Et on peut aussi calculer la pression de vapeur au sein de la paroi. Je ne vais pas rentrer dans les détails de tout ça, mais voilà, ici on a une isolation par l'intérieur avec un pare-vapeur côté intérieur, donc une composition de paroi qui est réputée fiable. Mais on voit qu'avec de l'air à 20 degrés, 44% d'humidité relative, donc un climat intérieur relativement bien ventilé, on n'a pas de souci de condensation parce que la pression de vapeur ici est toujours inférieure à la valeur maximale qui est admissible. Pas de condensation pour cette situation. Alors qu'est-ce qui se passe si on diminue la température? On diminue la température intérieure, on augmente aussi l'humidité relative côté intérieur, mais finalement la quantité de vapeur d'eau qui est dans l'air ne change pas. L'humidité relative change, mais pas la quantité de vapeur d'eau. Alors qu'est-ce qui se passe? On va avoir surtout une diminution en fait, des températures
côté intérieur de l'isolant, le côté chaud de l'isolant. Et donc, finalement, cette diminution de la température côté chaud de l'isolant, ça va limiter la quantité de vapeur d'eau qui est admissible dans l'air, mais cette limitation se produit du bon côté de l'isolant, du côté chaud. Donc finalement, au niveau du risque de condensation, côté froid de l'isolant, on aura une très faible augmentation du risque. Donc voilà, au niveau condensation interne, la diminution de la température intérieure ne va pas avoir un impact vraiment important à ce niveau-là. Voilà. Condensation interne, donc quand même une autre pathologie qu'on rencontre très souvent dans les bâtiments, la diminution de la température intérieure n'augmente pas significativement le risque. Alors, en conclusion, on a vu finalement la diminution de la température de chauffe du bâtiment, ça n'entraîne pas forcément l'apparition de moisissures ou de condensation. Ça reste, le fait de diminuer la température de chauffe augmente le risque forcément, et on voit finalement que le point critique c'est vraiment la ventilation. Si on a un bâtiment qui est bien ventilé, et donc où on a une ventilation efficace, finalement il n'y aura pas de souci de développement de moisissures ou autre. Et donc, bien ventilé, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en pratique, il faut vérifier que l'humidité relative, idéalement, reste inférieure à 55%, pour vraiment être sûr qu'il n'y a pas de souci. Alors, si on a un bâtiment, on a peu de ponts thermiques, ou si éventuellement on a mis en place certains éléments pour limiter les ponts thermiques, on peut monter jusqu'à 60% sans trop de problème. Mais donc voilà, le point critique, je dirais, c'est la ventilation, hein, c'est le point clé pour limiter les problèmes d'humidité. Je n'ai pas montré ici de solution pour mettre en œuvre cette ventilation. Alors, quand on a des bâtiments récents, il y aura une ventilation qui est présente, donc là il faut s'assurer que la ventilation elle est bien entretenue, évidemment. Quand on a des bâtiments existants, il y a moyen de mettre en place des systèmes de ventilation qui permettent d'avoir cette qualité de l'air suffisante dans le bâtiment. Et pour ça, je vais renvoyer vers un innovation paper qu'on a publié récemment et qui est le résultat de 2 projets qui se sont déroulés à Bruxelles, donc le projet Prix au climat et modulaire, donc c'était 2 Living Labs qui se sont déroulés à Bruxelles. Et donc dans cet innovation paper, si ça vous intéresse, vous retrouvez toute une série de solutions pratiques implémentables en rénovation pour quand même assurer une ventilation dans les bâtiments existants. Et alors, si vous voulez plus d'informations sur les risques de développement de moisissures, il y a aussi un projet prénormatif qui vient de débuter, qui a pour but d'évaluer les limites pour les matériaux. Donc, je vous ai montré des courbes pour des matériaux standards, mais avec le développement des matériaux biosourcés, il y a un intérêt à avoir plus d'informations sur les risques liés spécifiquement aux matériaux, et de faire aussi le lien entre finalement les risques au niveau matériaux et les applications des matériaux, donc les compositions de parois, etc. Donc ça, il y a des résultats qui viendront de ce projet, il vient de débuter, mais n'hésitez pas à consulter notre site internet si vous voulez suivre ça. Voilà, merci pour votre attention. Si vous avez des questions, j'ai mis les adresses e-mail aussi de mes 2 collègues, si vous avez des questions plus pointues sur la ventilation ou sur les moisissures, sinon vous pouvez me contacter.